Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la glycémie. Et aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier. Aujourd'hui, c'est la guerre. C'est la guerre totale et la guerre définitive. On va mettre les choses au clair avec mes invités pour vous en exclusivité live. Je vais les laisser se présenter un par un et je finirai par me présenter moi par rapport à ce qu'on a défini avant la vidéo. Gisèle, je t'en prie, présente-toi. Donc bonjour à tous, moi c'est Gisèle, j'ai 30 ans, je vis dans le sud de la France, entre Aix-en-Provence et Marseille, et je travaille à mon compte en communication digitale. Je suis diabétique de type 1 depuis 24 ans, donc j'avais 6 ans, et à l'époque, quand on m'a posé le diagnostic, j'étais en Guyane française, donc du coup j'ai été rapatriée d'urgence en France, et du coup on m'a diagnostiqué diabétique de type 1 à Paris. Donc, petit rappel, le diabète de type 1, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie auto-immune. Donc, concrètement, c'est mes anticorps qui se sont sauvagement attaqués à mes cellules pancréatiques. Et du coup, mon pancréas ne fonctionne plus et je ne produis plus d'insuline. Or, l'insuline, c'est essentiel pour vivre. Donc, du coup, le quotidien des diabétiques de type 1, ça va être de s'administrer de l'insuline de synthèse, du coup. Donc, soit par pompe à insuline, soit par injection stylo. Et on doit savoir quelle dose mettre, s'adapter un petit peu à nos activités, au sport, à l'alimentation, aux émotions, au changement de saison, tout ce qui peut influencer notre taux de glycémie. Donc voilà, c'était le petit rappel, comme ça c'est posé. D'accord, c'est intéressant, d'accord, c'est intéressant. Mais par contre, attention, à côté de toi, tu as quelqu'un qui est peut-être différent. On va le laisser se présenter. Hum. Bonjour à tous, moi c'est Farid, j'ai 32 ans, je suis de la région parisienne et je travaille dans la fonction publique, je suis dans l'événementiel sportif et je suis diabétique de type 2 depuis bientôt 5 ans. Euh, donc le diabète de type 2, pour rappeler, c'est de la résistance à l'insuline. Effectivement, c'est différent du diabète de type 1 et qui a lieu suite à plusieurs causes. Donc, on va en parler pendant cette vidéo, mais ça peut être dû à l'hérédité, suite à un choc traumatique, suite à un traitement médicamenteux et plein d'autres causes. Donc voilà. Ok, ok, merci à toi Farid. Mais du coup, c'est moi qui aurais dû me mettre au milieu. Parce que moi, je ne suis pas diabétique de type 1, je ne suis pas diabétique de type 2 directement. Moi, j'ai le diabète de l'Africain. Alors, moi, vous me connaissez, j'espère, pour ceux qui regardent. Moi, c'est Jules. Et du coup, je suis diabétique de type 1B ou bien 2 cétosique, on va dire. Et c'est ce qu'on appelle le diabète de l'Africain. Alors, la caractéristique principale, moi, de mon diabète, c'est qu'à la découverte, on a une forte décompensation. Donc, c'est-à-dire que la glycémie, elle monte vraiment en flèche. Mais par la suite, en fait, la caractéristique, c'est que moi, je peux arrêter l'insulinothérapie et repasser aux médicaments. Et mon diabète peut être en rémission. Je dis bien rémission parce que vous avez dû voir l'épisode avec le docteur Saïdov et vous savez ce que c'est une rémission et maintenant vous savez ce que c'est une guérison. Donc oui, j'ai possibilité, mon diabète a possibilité d'être en sommeil pendant un temps, mais il suffit d'un événement, euh, d'un choc émotionnel et paf, ça repart. Donc messieurs dames, nous sommes à première vue très différents, très différents. Est-ce que vous pourriez pour comprendre un petit peu cette guerre qui nous oppose, parce que on fait cette interview, pourquoi cette entrevue, hein, cette discussion entre diabétiques, parce que Farid, il a mis sur son Instagram comme quoi il y avait une petite guéguerre entre les DT1 et les DT2. Mais ça vient d'où cette guéguerre, franchement? Alors moi, j'appellerais pas ça une guerre, mais pour résumer la situation, en tant que diabétique de type 1, notre plus grand souhait, ce serait juste qu'on arrête de nous assimiler au diabète de type 2. Parce qu'en réalité, on est que 10% des diabétiques de manière globale. Et du coup, en tant que DT1, on passe notre vie à dire non, le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Ça n'est pas forcément, ça n'est pas causé par des problèmes d'alimentation ou de l'ingestion de sucre en trop grande quantité, etc. Ce qui est une des causes, on va voir que c'est pas la seule, mais c'est une des causes pour le diabète de type 2. Et en fait, au bout d'un moment, on fait un gros raccourci et en gros, on dit aux gens, non, tu confonds avec le DT2. Et puis, on en a marre d'expliquer et puis, en fait, on repousse le truc. Et pour nous, c'est éreintant au quotidien, en fait, de toujours être assimilé au diabète
que les gens, quand ils pensent à diabète, ils pensent à des personnes en surpoids, personnes âgées, sédentaires, etc. Et du coup, c'est pour ça que nous, on est toujours en train de pousser et dire non, il y a une différence, c'est pas pareil, on voudrait carrément avoir un nom de maladies différentes. Bah attends, Gisèle, tu veux quitter la bande? C'est quoi ces histoires-là? Ah, je veux plus être dans le même bateau, coule tout seul, Balou. Eh, La solidarité, hein. mais, mais attends, c'est extraordinaire quand même ce que vous êtes en train de dire, les DT1 et les DT2, quelque part, parce que il y a une statistique qui est pas bonne et qu'on oublie souvent, c'est que sur les diabétiques, on est sur 10% sur les DT1, là je suis d'accord, 80% sur les DT2 et les 10% qui restent, mais c'est nous. C'est nous les 10% qui restent. C'est les LADA, c'est les Moody, c'est les gestationnels, les néonates, tout ça, les types A, les types D, les flat blush, tout ça. C'est pour nous en fait. Et nous, on nous oublie aussi parfois. C'est quand même incroyable. C'est pas parce qu'on est trois qu'il faut quand même nous oublier. Quoi. Et toi, Balou, du coup, d'où ça vient? Parce que je sais que en préparant cet entretien, bah, tu as eu pas mal de commentaires un petit peu du genre ouais, mais nous, c'est plus grave, tu vois, enfin, c'est bizarre. C'est exactement ça. Alors effectivement, c'est pas du tout une guerre, c'est juste de l'information parce que effectivement, les DT1 sont minoritaires en nombre, mais ils sont majoritaires sur les réseaux sociaux. Ah, Et là, on inverse vraiment la tendance parce qu'on parle vraiment, là, on peut parler même de 95% de DT1 et le reste, c'est des DT2 et des LADA, des atypiques, etc. Donc, euh, ils sont surreprésentés sur les réseaux sociaux et effectivement, ils se battent pour ce qu'a dit Gisèle, c'est qu'on ne mélange pas tout et qu'on explique ce qu'est le DT1. Alors nous, je ne suis pas contre, au contraire, je suis pour qu'on explique ce qu'est le DT1. Ah, mais juste ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas faire de généralité et de tout rejeter sur les DT2. Parce qu'effectivement, il y a des préjugés qui sont faits sur le diabète en général. Et en fait, souvent, les DT1, parce qu'il y a un moment, ils en ont aussi marre d'expliquer, ils en ont aussi marre de défendre ce qui n'est plus possible. Et ben, ils rejettent un petit peu sur la faute sur les DT2 en disant oui, bon, ne nous confondez pas avec les DT2. Alors effectivement, il y a certains préjugés qui sont réels concernant les DT2, mais finalement, quand on creuse un peu, on constate que les DT2 sont loin d'être... la majorité des cas ne sont pas liés que à l'obésité, à l'alimentation, à la sédentarité. Donc c'est un peu plus complexe que ça. Et en fait, on ne veut juste pas être des victimes collatérales et on ne veut pas être, mis à part. Mais sinon, après, sur le fait que le nom puisse changer ou pas, ce n'est pas un véritable problème pour nous qui s'appelle diabétique de type 1 ou un autre nom. C'est pas le souci. C'est juste qu'on aimerait aussi qu'on ne soit pas enfermé dans ces préjugés constamment. oui, sur ça on peut tomber d'accord. Et moi, j'ai été assez halluciné de voir qu'il y avait une guéguerre par, par rapport à ça. Moi, me trouvant au milieu de tout ça, c'est vrai que c'est un petit peu choquant parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous réunissent et des choses qui nous font diverger. Mais c'est pas pour autant, comme vous l'avez dit, c'est pas une guerre, c'est pas pour autant qu'on peut pas discuter. Et il y a une chose que tu as dit, Balou, c'est que moi, je comprends moins bien comment ça se fait que les DT1, Gisèle, là, tu vas pouvoir nous répondre, ont cette espèce de facilité à le dire, justement, qui sont DT1, tu vois. Nous, on va pas se mentir, on est presque devenu une secte hein, sur Instagram. Ouais, carrément. Ah oui. Non, mais c'est vrai, en fait, on le revendique Je comme une vois bien identité. Non, mais jamais dans la rue, vous allez croiser un gars avec écrit « Je suis diabétique de type 2 » en pins sur son t-shirt. Ah, c'est vrai. C'est vrai, donc, hein. Donc non, c'est vrai que en fait nous c'est vraiment pour beaucoup de diabétiques de type 1 notre cheval de bataille c'est ça, c'est de lutter contre les ambiguïtés entre les types 1 et le type 2 et donc du coup comme notre combat c'est le type 1, eh ben, on va pas parler des nuances du DT2 donc en fait on rabâche toujours la même chose en disant nous on est une maladie auto-immune, ça n'a rien à voir avec l'alimentation, on n'a pas de régime alimentaire, on fait ce qu'on veut, c'est juste qu'on produit pas d'insuline etc. Et en fait du coup ça nous on est complètement décomplexé
Parce que finalement, pour l'instant, en tout cas à ce jour, on n'a pas de cause concrète pour le diabète de type 1. On ne sait pas vraiment. Il y a des gens qui ont eu un choc traumatique, il y a des personnes qui éventuellement ont eu beaucoup de rappels de vaccins à la même période. Enfin, tout ce qui est perturbateur endocrinien, on voit quand même qu'il y a des choses qui se profilent, mais il n'y a rien de concret. Donc du coup, nous, on est un peu le diabète de l'innocence. Nous, on dit ça nous est tombé dessus comme ça. D'ailleurs, on le dit souvent à nos proches. Bah, tu peux être diabétique demain ou tu peux ne jamais l'être. Pour le type 1, ça se déclenche comme ça, il n'y a pas d'âge. Après, c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup plus qui sont assez jeunes, mais Oui. en vérité, il n'y a pas de règle, quoi. Et donc, du coup, bah, forcément, c'est plus simple de le revendiquer comme une identité parce qu'on est, voilà, on est complètement décomplexé par rapport à ça. Et on n'a pas de régime alimentaire et on n'est pas dans la culpabilisation de c'est parce que tu as fait quelque chose et que du coup, voilà, tu n'as pas assez bougé, tu as mal mangé, etc. Ce qui, en plus, est complètement faux pour le DT2. Mais... Donc, oui, c'est plus facile. Et puis, bah, du coup, on a créé cette communauté sur Instagram pour se soutenir parce qu'on a un quotidien qui est assez difficile. Il y a énormément de choses qui peuvent influencer la glycémie. On est tous différents. Et en fait, nous, on doit vraiment être notre propre médecin en cherchant notre sensibilité à l'insuline tous les jours, H24. Et ça, bah, ça change nos vies, ça change la dynamique de famille, ça change tout, en fait. Donc, du coup, le fait de pouvoir se donner des conseils, se soutenir, dire hey, salut, t'es pas tout seul, moi aussi, je suis dans la même galère, c'est vraiment quelque chose de très salvateur sur les réseaux. Et là où on est le plus nombreux, ça reste Instagram, effectivement. Puis on a une cible plus jeune aussi. Mais j'ai été surprise parce que Balou, tu n'as pas 80 ans. Tu n'es pas obèse. Ouais, c'est clair. Comment ça se fait d'ailleurs, Balou, que tu n'aies pas 80 ans et que tu sois pas obèse? Non, mais plus sérieusement, et justement, bah, merci Gisèle, ça permet de demander comment ça se fait qu'en tant que DT2, on n'ait pas cette fierté, cette, voilà, cette mise en avant de la pathologie. Eh bien, en fait, c'est tout simplement lié à tous les préjugés qu'on peut entendre en général, que ce soit dans la société, auprès des médecins, à la télévision, à la radio, et même parfois sur les réseaux sociaux, ou parfois chez certains nutritionnistes, des professionnels de santé, en fait, qui, ont, qui ont associé le diabétique de type 2 à une personne sédentaire, une personne qui a une mauvaise alimentation, une personne qui est âgée aussi. Et en fait, ça fait que les personnes les diabétiques de type 2, pardon, ils ont beaucoup plus de mal à revendiquer cette maladie parce qu'ils ont peur de ces préjugés et ils ont peur qu'en fait, qu'on leur mette directement en pleine face, quoi. Et aujourd'hui, ça commence à se décomplexer. Je vois qu'il y a de plus en plus de DT2 qui créent leur page et ça fait vraiment plaisir, même si on n'est pas nombreux. Mais du coup, et en fait, ça a créé aussi une mini-communauté en s'inspirant justement des DT1 parce que la plupart des DT2, on a commencé à suivre des DT1, on a commencé à se faire conseiller par des DT1, c'est eux qui nous parlent le plus souvent, etc. Et en fait, le fait d'avoir de plus en plus de pages de DT2 a fait que nous aussi, on a fait une petite communauté qui est scalée, mais en tout cas qui est assez solidaire. Dans le même type, c'est vraiment exactement le même principe que chez les DT1, sauf que c'est un microcosme, c'est tout petit par rapport à eux. C'est pas beaucoup, c'est pas très représentatif. Et bah, du coup, en fait, on se rend compte que tous les préjugés qu'on avait, et que même certains DT2, même moi, hein, comme je le disais en préparant l'émission, que moi aussi j'avais sur le diabétique de type 2, c'est que pour moi, c'était des personnes âgées, des personnes obèses, etc. Et finalement, en fait, je me rends compte que c'est des personnes qui ne sont pas spécialement en surpoids, c'est pas des personnes qui sont spécialement sédentaires, ils sont pas spécialement âgés. J'ai des jeunes, des très très jeunes même, qui sont diabétiques de type 2. Donc c'est aussi ce combat qu'on essaye de mener pour expliquer aussi que c'est un peu plus complexe que ce qu'on entend à la télévision. Ouais, mais peut-être qu'après, derrière, le combat, c'est pas vraiment le nôtre de combat et c'est pas notre faute parce on nous a mis en opposition, en gros, dans la manière de présenter les choses, dans les préjugés que ça crée, on nous a mis en opposition parce que là, on va toucher quelque chose d'un petit peu plus touchy, je pense, c'est que les endocrinos et les diabétos, bah, ils ont aussi un travail à faire par rapport à ça et les médias d'une manière générale. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas nous qui avons lancé,
nous sommes lancés les hostilités. J'ai dit nous, parce que bon, moi, en fait, je devrais être au milieu. Mais bon, je parle comme ça. En fait, toi, c'est le diabète de la Suisse, tu vois. Donc non, est-ce que c'est pas quelque part aujourd'hui, en fait, c'est de dire, est-ce qu'on connaît vraiment le diabète, les diabètes, et est-ce qu'il n'y a pas des raccourcis très rapides, vraiment très rapides qui sont pris et qui font que parfois ça se clash un peu par rapport à tout ça. Et déjà, moi, je voulais juste revenir sur un truc. Balou, toi, c'est clairement héréditaire, le diabète de type 2. Alors, on sait pas tellement, parce que c'est un peu, moi j'ai un cas un peu particulier, c'est que effectivement il y a l'hérédité qui joue beaucoup, donc j'avais des prédispositions de toute façon à être diabétique de type 2. Et il faut savoir que la statistique, c'est que quand on a un parent DT2, on a 40% de chance, plus de chances en tout cas de l'avoir. Quand les deux parents sont diabétiques de type 2, ça passe à 70%. Donc effectivement, j'avais des prédispositions énormes à l'avoir parce que mes deux parents sont diabétiques de type 2. Sauf que moi, au moment où ça se déclare, déjà je suis dans un choc émotionnel. Donc à ce moment-là, je suis en burn-out total. Et que ce soit au niveau travail et au niveau perso. Donc je suis vraiment dans une dépression à ce moment-là qui est intense. Et ensuite, j'ai une méningite, donc je me fais hospitaliser suite au traitement médicamenteux. C'est un traitement médicamenteux qui me fait exploser la glycémie et c'est à ce moment-là seulement qu'on me déclare diabétique. Donc, je sais pas si c'est héréditaire ou si c'est dû au choc, ou est-ce que c'est le médicament qui l'a simplement déclenché. Je suis un peu dans le flou. D'après ce que m'a dit le dernier spécialiste, effectivement, il y a de grandes chances que ce soit le choc émotionnel qui a fait ça et qui n'est pas aidé du tout par l'hérédité plus la prise de médicaments, quoi. C'est bien, tu as eu la totale. On ne saura jamais. Voilà. Et ouais. Moi, ouais, pour les médias, parce que bon, après, par rapport aux professionnels de santé, moi, j'ai pas d'avis, hein, puisqu'en tant que diabétique de type 1, j'ai toujours eu des diabétologues qui faisaient quand même très bien la différence entre les deux. mais en revanche, au niveau des médias, pour moi, il y a une énorme responsabilité, mais eux, c'est plutôt l'inverse. Eux, le but de leur vie, c'est de ne pas dire aux gens qu'il existe plusieurs types, visiblement. Parce qu'il n'y a jamais de différenciation. Et en fait, les médias, eux, je pense qu'ils ont... on leur a demandé d'avoir ce rôle de prévention. Et donc, à chaque fois qu'ils parlent du diabète, c'est toujours l'horreur. Hein. On est vraiment sur du vecteur de la peur. On va nous montrer que vraiment, il y a des complications, qu'on peut en mourir, qu'il y en a encore, alors que ça ne devrait pas continuer à exister, alors qu'il y a des pubs qui nous disent manger 5 légumes par jour, tout ça. Et en fait, comme ils ne précisent jamais les types 1, les types 2 ou même tous les autres, après, bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais type 1 et type 2, c'est vraiment les principaux. Bah, les gens, ils savent pas qu'il y en a qui c'est une maladie auto-immune et que ça n'a pas du tout causé par l'alimentation. Et en fait, on est sur une maladie où les gens se permettent énormément de commentaires et de jugements, ce qui, je pense, sincèrement, n'existe pas avec d'autres pathologies. Alors, je sais qu'il n'y a aucune comparaison possible, mais jamais vous entendrez quelqu'un juger quelqu'un qui a le cancer. Ou alors s'il lui donne une petite publication en disant « Regarde, j'ai regardé, j'ai vu que le curcuma, c'était vachement bien pour guérir ton cancer. » Généralement, ils sont un peu... Faut attention, quoi. Alors que nous, on en reçoit à l'appel. C'est aussi la seule pathologie dont les gens plaisantent. Ils rigolent, ils se moquent. Mais à quel moment on se moque de quelqu'un qui a une maladie, en fait? Et du coup, je pense que les médias, dans la manière dont ils en parlent, ils ont clairement une responsabilité. Et s'ils commençaient par faire des nuances, même si c'est très simple, dans un discours très simple, mais qu'ils arrêtent forcément de généraliser en disant le diabète, c'est des personnes âgées en surpoids, regardez, on vous met des visuels de sucre avec des petits mètres parce que ces personnes doivent perdre du poids, et ça, c'est pas possible, quoi. C'est quoi ton avis là-dessus, Balou? Parce que j'aimerais bien rebondir sur ce que vient de dire Gisèle. Bah, écoute, je suis entièrement d'accord avec ce que Gisèle a dit. C'est que les médias ont une énorme part de responsabilité dans la vision qu'a la société du diabète. Gisèle a totalement résumé. Quand tu dis à quelqu'un, par exemple, un DT2 qui peut recevoir des critiques en disant tu es malade parce que tu es obèse ou tu es sédentaire ou quelque chose, une autre maladie, jamais elle ne recevra ces critiques. Une personne qui a le cancer des poumons, on ne lui dira pas tu as le cancer parce que tu as fumé. Et tu vois, et pareil dans l'humour. Aujourd'hui, tu vois des vidéos où c'est des humoristes qui vont aller dire ah, regarde, j'ai mangé des gâteaux orientaux, j'ai eu le diabète.
ils vont commenter une vidéo sur TikTok parce qu'il y a quelqu'un qui a fait de la bouffe à l'américaine, plein de burgers, plein de sauces et tout. Ils vont dire, ah bah regarde, c'est un futur diabétique, etc. Donc en fait, on a, on a mis dans la tête des gens que le diabète était lié que à, à la malbouffe et à la sédentarité. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et la responsabilité, et moi je le répéterai toujours, c'est vraiment, elle est principalement de la faute des médias. Parce qu'un médecin, quand il te le dit en face à face, il te le dit que à toi finalement. Donc toi, tu te le prends en pleine tête. Bon, bah, ça te met pas bien, mais après, tu rentres à la maison et l'histoire est close. Par contre, quand à la télévision, à la radio, on entend que, effectivement, ce que j'ai dit, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, sinon vous avez de forts risques d'avoir du diabète, bah, automatiquement, ça rentre dans la tête des gens et ça ne sert pas ni la cause du DT2 et encore moins la cause du DT1 parce que le DT1, c'est encore tellement plus compliqué que finalement, eux, ils sont doublement punis. Ils sont punis parce qu'ils sont associés à une maladie en tout cas, à des prédispositions ou des facteurs aggravants qui ne les concernent pas parce que c'est une maladie auto-immune. Et en plus de ça, on les met dans une case dans laquelle ils ne devraient pas être. Oui, clairement, mais après, je ne vais pas me faire l'avocat du diable parce que sinon, je pense que ça va être compliqué. Mais derrière ton écran, on parle. ouais, je suis en sécurité, donc là, je vais parler. C'est pour que vous n'êtes pas face à moi. Mais quelque part, par rapport aux médias et par rapport même peut-être au camp médical, quel est le but quand il parle de diabète? Quel est le but d'un médecin? J'en parlais avec une personne. Le but, peut-être, c'est que les gens ne meurent pas. Le médecin, il est là pour éviter les complications et tout ça. En fait, quelque part, c'est bizarre à dire, mais il n'est pas là pour soigner, quoi, tu vois. Et ça rentre dans ce truc-là. C'est que s'ils disent aux gens peut-être que, bah voilà, je sais pas, c'est pas trop grave, ça va aller et tout ça, bah ils mettent directement des images chocs et voilà, en se disant que ça marche. Même si moi, je pense que l'information par la peur, ça ne marche pas, mais ils sont bien obligés quelque part bah, tu vois, de charger un peu la mule, quoi. Bien sûr, alors, en fait, là où l'information par la peur, malheureusement, on a compris que elle ne marchait pas, elle ne fonctionnait pas. Et le problème, c'est que, en fait, tu catégorises, en fait, tu ostracises une partie de la population, parce qu'on représente quand même pas mal de gens, les diabétiques de type 2. Et en fait, forcément, avec ces informations, et ils en ont conscience. Alors, effectivement, ils font de la vulgarisation, effectivement, qu'ils doivent faire des raccourcis, que c'est beaucoup plus compliqué à expliquer. Ils ne peuvent pas faire ça en 2-3 minutes. Mais encore une fois, tu as une partie de la population qui sera victime de tout ce que le médecin a dit par toute la société. Et après, effectivement, le médecin, il est dans son devoir de conseil quand il dit il faut manger 5 fruits et légumes par jour, il faut éviter de fumer, évidemment, il est dans son devoir de conseil, il est dans son rôle de médecin. Mais il a un rôle qui doit s'arrêter au moment où il peut, il peut stigmatiser certains de ses patients. Je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est une question de respect. Et j'ai beaucoup aimé ton exemple sur le cancer du poumon. Parce que le cancer du poumon, on aurait pu tomber dans la même dérive. On aurait pu dire, eh ben, on va surtout pas leur dire que c'est pas que provoqué par la cigarette, parce que de toute manière, il faut que les gens ils arrêtent de fumer, parce que c'est mauvais pour la santé. Et ça n'a pas été le cas. Donc, et je veux dire, n'importe qui dans la rue, on leur pose la question, ils sont au courant que le cancer du poumon, c'est pas forcément parce que la personne a trop fumé. Donc, je pense qu'il y a vraiment, je ne saurais pas l'expliquer, mais il y a eu une véritable dérive, et pour moi, il n'y a aucune excuse. Parce que du coup, le respect du patient est pas là, quoi. Il y a vraiment, pour moi, c'est complètement irrespectueux, et comme disait Balou, c'est de la souffrance. C'est vraiment de la souffrance. Mais en voyant les chiffres qui galopent, justement, les chiffres qui galopent, on le sait très bien que à l'horizon de plusieurs années, le chiffre, il va pas arrêter de monter. Il monte dans le monde entier du nombre de personnes qui sont diabétiques. En France aussi, il monte. On parle de 5 millions à peu près de personnes. Comment ils peuvent réagir? Encore une fois, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais comment ils peuvent réagir quand on sait qu'aujourd'hui, il y a des facteurs qui poussent vers ces maladies métaboliques, et là je dis bien maladies métaboliques, qui pourraient aussi se répercuter sur
des générations. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, tu peux choper avec ton hygiène de vie un diabète de type 2, mais si toi, tu ne l'as pas, puisqu'on parle peut-être aussi, tu m'arrêtes, hein, Gisèle, si c'est pas bon, mais je peux pas le taper, alors. Imagine-toi, ben voilà, une personne aussi qui a un rythme, enfin, une hygiène de vie un peu dégradée. Dans les générations futures, que ça donne du DT1. Enfin, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que là, le diabète de type 2, on peut l'avoir avec l'obésité, l'hygiène de vie qui n'est pas bonne, mais ça pourrait sauter une génération et se retransformer en DT1. Je n'ai pas de preuve scientifique, hein, mais c'est juste un avis que je vous demande de se dire que voilà, ils parlent de ça. Pourquoi? Parce qu'ils voient peut-être à long terme, avec les chiffres qui galopent, qu'ils sont obligés de faire un truc. Peut-être qu'ils le font mal. Sûrement qu'ils le font mal. Mais pour plus tard, ça peut servir, quoi. Tu sais, trop salé, trop sucré, et tout ça, ça peut... J'ai pas de connaissances sur les passerelles entre DT2 et DT1. Personnellement, c'est sûr qu'ils posent toujours la question, quand moi, par exemple, je suis la seule de ma famille à avoir un diabète, que ça soit DT1 ou DT2. Et forcément, quand on m'a posé la question, on est allé loin. On m'a dit, donc du coup, c'est le premier diabétique de type 1. Est-ce que vous avez des DT2 dans votre famille? Voilà, ils vont poser la question. Mais après, de ma propre expérience, c'est jamais aller plus loin. J'ai pas de connaissances par rapport à ça. Alors là, pour le coup, si les DT2 se transforment en DT1, on n'a pas fini. Hein. Non, mais on est sur des générations. Oui, sur une génération. Et puis après, le vrai diagnostic du DT1, il est posé, ou le vrai diagnostic du DT2 est posé. Après, on sait très bien que les diabétiques de type 2, il y en a qui deviennent insulinodépendants. C'est-à-dire que le pancréas arrête de fonctionner complètement. Et dans ce cas-là, ces gens-là, ils sont traités exactement comme les diabètes de type 1, puisque leur pancréas ne fonctionnant plus et l'insuline, c'est indispensable pour survivre, ils vont passer avec des injections et des pompes à insuline. Ça, c'est sûr qu'en finalité, après, on est dans le même bateau. Hein. Oui, on est clairement tous dans le même bateau. On a des différences, mais on a quelque chose qui nous rassemble. L'insuline, apparemment, c'est quelque chose de très important pour nous. Mais du coup, en fait, ouais, voilà, cette guerre, elle n'a pas lieu d'être. Mais toi, tu as dit tout à l'heure que tu aimerais changer de nom. Comment tu aimerais t'appeler en tant que DT1? Alors, comme je sais que c'est irréalisable, je n'ai jamais poussé mon fantasme jusqu'à trouver un nom et le proposer à mes abonnés. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais vraiment avoir un autre nom. Mais bon, c'est très complexe parce qu'effectivement, le traitement, même s'il y a des diabétiques de type 2 qui restent avec les cachets antidiabétiques, j'aime beaucoup le nom d'ailleurs. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça très, très agressif. Là, tu viens de me le dire, et je me dis que dans la manière dont tu l'as dit, genre, je prends des cachets antidiabétiques. C'est-à-dire, si je prends des cachets, je ne vais pas attraper le diabète des autres, quoi. Tu vois, genre, ouais, là, j'ai compris le sens dans lequel tu veux dire. Sur un périmètre de 10 mètres, ça fonctionne. Mais l'air de rien. Mais vous savez, hein, je suis allé sur, comment ça s'appelle le truc là? Là où on pose des questions, pas Ask, Quora. Ah là 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 là. Sur Quora, il y a des questions. Est-ce qu'une personne diabétique est contagieuse? Il y a ce type de choses-là en 2022. Et moi, c'est vrai que ça peut paraître hallucinant, mais encore une fois, oui, ça revient sur le rôle des médias, effectivement. Oui, c'est la méconnaissance. Après, moi, on me demande souvent à quelle phase je suis de mon diabète. C'est la phase terminale, madame. C'est pas facile tous les jours. Mais bon, en tant que diabétique de type 1, en fait, nous, on n'a pas forcément d'étapes. Tu veux nous parler, toi, Balou, un peu de la hiérarchisation? Parce que j'imagine qu'en fait, les gens, ils parlent de gravité pour le stade où on passe des cachets et des stimulateurs d'insuline à, malheureusement, devient insulinodépendant et du coup, il n'y a plus de cachets, on fait des piqûres, quoi. Écoute, on parle de la gravité. Alors, effectivement, il y a une différence de traitement, elle est claire, effectivement. Et il y a des diabétiques de type 2, et ça, c'est important aussi de le dire, qui n'ont quasiment aucun besoin. C'est-à-dire qu'ils vont prendre leur glycémie une seule fois par semaine, qui vont prendre simplement un médicament, et ça leur suffira à traiter leur diabète de type 2 sans aucun problème. Ils seront équilibrés.
Et à l'inverse, il y a des diabétiques de type 2 qui auront besoin, après avoir essayé les antidiabétiques, de passer tout d'abord dans un premier temps à l'insuline lente, et ensuite, si ça ne fonctionne toujours pas et qu'ils ont toujours du mal à s'équilibrer, effectivement, là, on va passer sur un traitement uniquement à l'insuline, comme les DT1, donc ça sera de l'insuline rapide et insuline lente. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec cette hiérarchisation. Effectivement, parce que nous aussi, après, on pourrait la faire aussi parmi les DT2. Je pourrais dire, bah, écoute, moi, je suis insulinodépendant, je ne peux pas comparer avec le diabète de mon père qui prend une glycémie par semaine et qui prend un médicament et qui est complètement stable. Donc, mais je considère que malgré tout, même si il est dans une situation qui est peut-être plus simple que la mienne, il reste quand même diabétique. Et oui. Moi, je parlais de gravité au sein de ta pathologie, hein, pas entre DT1 et DT2, parce que pour moi, comme c'est deux choses complètement différentes qui ne devraient pas s'appeler pareil, il n'y a pas de comparaison. Justement, c'est ça que je te dis. C'est ça, c'est ce que je te dis. Donc, avec mon père qui est lui DT2, je pourrais dire, ben non, on a une maladie complètement différente. Moi, j'ai de l'insuline, toi, tu n'as pas d'insuline. Donc, moi, je souffre plus, ou je pourrais dire ça, mais ce n'est pas le but. L'objectif, c'est de se dire, il y a un moment, lui aussi, il est diabétique, lui aussi, il a décompensé pendant un moment, lui aussi, il peut faire des hyper, lui aussi, il peut faire des hypos, lui aussi, il peut avoir des complications. Donc, je ne fais pas de hiérarchisation. Alors, effectivement, je vais plus me sentir proche d'une personne qui prend de l'insuline, je suis complètement d'accord avec toi, qu'avec une personne qui ne prend que des traitements. Mais ça ne veut pas dire que je vais pas lui parler ou quoi que ce soit, ou que je vais lui dire que non, c'est plus grave, moi je souffre plus, au contraire. Parce que justement, si on a la possibilité, avec mon expérience de DT2 et avec l'expérience de certains DT1, d'aider justement ces personnes qui sont peut-être là actuellement dans un besoin où ils ont que des médicaments à prendre et qu'on peut les aider à équilibrer justement en les poussant à faire du sport ou en essayant de comprendre les causes, en les conseillant pour aller voir certains spécialistes, etc. Là, à ce moment-là, le travail, il devient utile. Mais si c'est juste pour dire, moi, je souffre plus que toi, et que non, mais on n'est pas pareil parce qu'on n'a pas le même traitement, à la fin, en fait, ça ne sert pas notre propos. Ça ne sert pas le propos du diabétique. Puis c'est des communautés d'entraide de toute manière. Moi, c'est vrai que comme je parle énormément du diabète de type 1, et encore, je devrais dire insulinodépendant, parce que bon, évidemment, c'est quasiment que des DT1 ou des accompagnants de DT1 qui suivent ma page, mais tout simplement parce qu'en fait, ça n'intéresserait pas les DT2 qui sont sous antidiabétiques. Ils vont regarder ma page et ils vont voir la sensibilité à l'insuline, le calcul des glucides, alors que oui, la plupart, effectivement, comme tu disais, ils vont prendre un peu leur glycémie comme ça, mais ils n'ont même pas le droit au capteur parce que la Sécu pense que c'est un gâchis d'argent. Ça, c'est encore un autre. Ça, c'est un long débat. Ça. Mais du coup, oui, après, dès qu'on a des problématiques qui sont similaires, effectivement, en fait, le but, de toute manière, c'est que la personne se sente mieux, puisse parfois dédramatiser sa maladie, son quotidien, et puis partager avec d'autres personnes. Et j'ai une question, Jules. Toi qui, du coup, vis les deux, tu préfères tes périodes de diabétique de type 1 ou tes périodes de diabétique de type 2 non insulinodépendant? Non, clairement, moi, je préfère la rémission. Je préfère les périodes où je prends rien du tout, tu vois, où ça dort. Je fais pas beaucoup d'hypo, hein. Moi, je fais pas beaucoup d'hypo. Je les ressens très rapidement. Mais clairement, je préfère un petit peu comme toi, tu as eu, hein, comme on avait partagé dans l'entrevue qu'on avait eue, les lunes de miel, en fait, tu vois, je peux appeler ça comme ça aussi, où je suis tranquille, voilà. Mais il suffit d'une chose pour vraiment que ça se réveille, quoi. Et j'aime bien le terme que tu as utilisé, et c'est ça le nom, en fait, hein, des DT1. C'est pas diabétique de type 1, c'est une dépendant, tout simplement. On peut les appeler les idées, tu vois. Les idées des diabétiques de type 2 de l'autre côté, tu vois. Puis voilà, comme ça, c'est réglé. Mais dans tout ce qu'on est en train de dire, malgré nos différences qu'on peut avoir et qui sont claires aujourd'hui, on le voit entre un DT1 et un DT2, il y a des choses qui nous rassemblent et des choses pas très rigolotes. Parce que trop de sucre dans le sang mal géré, ça donne lieu à des complications. Et les complications, je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus.
là, c'est bon, il n'y a plus de guerre, c'est sûr, les complications, c'est les mêmes. Bah, il y a plus d'énergie déjà quand il y a les complications. Bon, souvent, là, on n'est plus en mode guerre, là. On n'est plus en mode Ah, bataille. là, on s'unit, là. Ouais, effectivement, pour ceux qui nous regardent, on le tient quand même à le rappeler, parce qu'on est là aussi pour faire de la prévention. Le diabète non équilibré, non géré, peut mener à des choses qui sont vraiment pas sympas, au niveau des nerfs, au niveau des yeux, au niveau du cœur, au niveau des reins, au niveau du foie. Ça touche partout. Le diabète est un tueur silencieux. J'ai envie de dire surtout pour les DT2. Surtout vraiment pour les DT2, parce que les DT1, les insulinodépendants, savent que de toute façon, ils ne peuvent pas vivre sans insuline. Mais parfois, quand on est DT2, je ne sais pas, on zappe le traitement, des trucs comme ça. Le diabète, il ne tue pas demain, il ne tue pas après-demain. Mais à un moment donné, j'ai envie de dire, le diabète ne tue pas. Mais l'infarctus du myocarde, ça, apparemment, ça fait un peu mal. C'est un peu plus sérieux. Après, c'est vrai que les diabétiques de type 1 ou les insulinodépendants, ils ont un suivi qui est quand même assez strict, assez encadré. On fait partie, alors bien sûr, on peut décider de faire freestyle, mais de manière générale, on fait partie d'un système où on voit, par exemple, moi, je vois mon diabétologue tous les 3 mois, c'est ce qui est conseillé. Et chaque année, j'ai des bilans sanguins, j'ai le cardiologue, j'ai le bilan des yeux, etc. Donc, en fait, tout est fait pour vraiment prévenir les complications et être au courant dès qu'elles sont qu'elles tentent le bout de leur nez. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats. On le dit toujours hein, quand on fait les statistiques du diabète, mais il y a énormément de personnes qui ne savent pas qu'elles sont diabétiques de type 2. Parce que selon la manière dont elles le vivent et puis, on va dire, la complexité du diabète en lui-même, bah, il y en a plein qui ne sont pas au courant, en fait. Et comme tu le disais, Jules, bah, c'est insidieux, quoi. Ouais, c'est super insidieux. Et je reviens sur les traitements. Moi, en tant que diabète un peu hybride, diabète de l'Africain, j'ai pareil que toi et je pense que Balou aussi. Les yeux, on y passe. Les pieds, le cœur. Comme je t'avais partagé la dernière fois, le cœur, moi, titre personnel, petite confidence, c'est le truc qui me fait le plus peur parce que quand le cardiologue, tu vas le voir et qu'il s'arrête sur une zone, tu lui dis, monsieur, il ne faut pas s'arrêter ici, s'il vous plaît. Il faut partir, il ne faut pas vous arrêter là. Et voilà, ouais, moi je lui avais dit clairement, mais vous êtes le médecin qui me fait le plus. Et il m'avait rassuré. Il m'avait dit que, vous savez quoi, vaut mieux, c'est bizarre à dire, vaut mieux que je trouve quelque chose. Et voilà, on le sait, on agit, que je passe rapidement et tout ça parce que vous avez peur, quoi. C'est un peu. Ça m'a un peu rassuré seulement quand je l'examen. J'étais en train de trembler. Il va trouver un truc, ça plus ça, au bout d'un moment, ça commence à suffire, quoi. Donc, ouais, non, il y a vraiment des complications. Toi Babou, tu as le même genre de. Bah oui, tu as le même genre d'examen aussi, de toute façon. Ouais, nous, là, on a exactement. Alors, tous les diabétiques de type 2 ne sont pas suivis tous les 3 mois. La plupart le sont, mais il y en a qui n'en ont pas besoin. Et donc, ça va être plus tous les 6 mois, voire tous les ans, ça va dépendre. Mais par contre, on a tous le contrôle, en tout cas, au minimum, on a le fond d'œil. Ça, c'est quasiment obligatoire. Et après, on a des contrôles, mais ça va être plus des prises de sang. Je ne sais pas après s'il y a plus de contrôles que ça chez les DT1, mais nous, ça va vraiment être principalement sur le fond d'œil que ça va jouer. Et pareil, moi, comme je vous disais, que j'avais fait un déni sur le début de mon diabète. Juste après le premier confinement, là, j'étais vraiment dans un déni total où j'étais au plafond 24 heures sur 24. Et finalement, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, là, ça commençait vraiment à toucher mes yeux. Et là, je commençais à avoir déjà des séquelles sur mes yeux après 3 ans seulement. Donc, c'est pour ça que je te donne entièrement raison, Jules, quand tu dis que c'est un tueur silencieux, parce que tu ne le sens pas, tu n'as pas mal spécialement aux yeux. Alors, tu sens que tu es en hyper et tu le sais, mais après, mis à part ça, le corps, il te le fait pas ressentir dans l'immédiat. Et donc, là, quand tu commences à avoir des complications, tu te dis, ah, là, quand même, là, on n'est plus sur de la rigolade, parce que, mine de rien, tu as 30 ans, tu as déjà des complications au niveau des yeux, tu as un passif dans la famille où tu sais qu'il y a eu des décès suite à des complications du diabète de type 2.
ça te calme tout de suite, tu vois. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que c'était aussi important et que j'ai précisé dans mon post que, attention, les complications, elles sont pareilles parce que je sais qu'il y a, et je sais encore une fois que les DT1 qui se défendent contre les DT2, entre guillemets, ils le font pas à mal, ils le font pas pour nous blesser ou pour nous enfoncer ou quoi que ce soit. Ils défendent chacun défend devant chez soi, quoi. Ils essaient de se défendre, mais il faut faire attention au discours qu'on a. Parce que quand on dit dans un poste que les conséquences ne sont pas les mêmes, et les complications, pardon, ne sont pas les mêmes, alors là, ça induit en erreur beaucoup, beaucoup de monde. Oui, bah, en plus, c'est complètement faux. Hein. Ouais, c'est complètement faux, mais en fait, il faut après regarder aussi les personnes qui regardent le poste, parce que si c'est des DT1, les DT1, bon, eux, ils connaissent les complications, ils vont pas trop se poser la question, etc. Mais si c'est un accompagnant de DT1, c'est un DT3, c'est un diabétique de type 2, attention, parce que si c'est un nouveau diabétique de type 2 qui ne connaît pas encore le diabète, qui vient de le découvrir, qui commence à suivre des personnes sur Insta et qu'on a un mauvais discours, bah finalement, il se dit, bon, bah à l'aise, hein, je peux en guérir, j'aurai pas des bonnes complications, finalement, j'aurais pas besoin de faire de calcul de glucides, j'aurais pas besoin de m'injecter de l'insuline toute ma vie. Donc finalement, tu vois, certes, il se rassure lui, mais après, les conséquences à l'avenir, s'il ne fait pas attention, elles peuvent être dramatiques. Donc c'est pour ça que j'insiste sur mon post où je le mets en mode c'est la guerre, etc. Parce qu'il y a un moment, on ne peut pas dire n'importe quoi. On peut se défendre, on peut protéger un petit peu ses intérêts à condition qu'on ne pousse pas une mauvaise responsabilité ou qu'on ne dit pas n'importe quoi par rapport à une autre maladie. Complètement. Non, mais c'est vrai, hein, je veux dire, quand on écrit des choses sur Instagram, il faut savoir qu'il y a des conséquences, et puis surtout sur une thématique comme ça, c'est quand même vachement touchy. Faut assumer après, hein. Elles sont où les études qui disent que c'est pas les mêmes complications. On va retrouver la personne. Mais c'est dur quand on est dans le déni de se rendre compte des complications. Vous savez, c'est un exemple à la con peut-être, hein, mais quand tu t'es jamais brûlé, le feu, tu sens que c'est chaud, mais la sensation de te brûler, elle est différente quand même, tu vois. Et c'est ça le diabète, c'est un truc qui va pas t'impacter tout de suite. Il y a d'autres personnes qui commencent à avoir des complications directement, tu vois, vraiment directement. Elles disent, non, stop, là, c'est bon, plus, on arrête, quoi. Parce qu'on voit des choses sur Facebook, je pense que vous y allez. Il y en a qui ont des trucs, parce qu'il y a des trucs qui se rajoutent. C'est un petit peu tendu. Voilà, c'est compliqué, quoi. Mais du coup, messieurs, dames, nous avons quand même de super traitements. Qu'est-ce que vous prenez aujourd'hui? Et donnez-nous un petit peu votre pharmacie, vos potions magiques. Alors moi, je me nourris au vinaigre de cidre. Est-ce que ça marche bien? C'est pas très bon tout seul. Du coup, moi, je suis insulino-résistante. Ça existe aussi chez les diabétiques de type 1. C'est pas majoritaire, mais du coup, en gros, ça se traduit comment si je décide de mourir de Burger King, je peux le faire, mais pas impunément. Donc, concrètement, si je veux être tranquille et vraiment avoir des courbes lisses et arrêter de me prendre la tête sur chaque hyper, il vaut mieux que je mange sainement. Donc, du coup, moi, je suis sous insuline, mais j'essaye, comme tout être humain normal, de manger quand même équilibré et sain, parce que de toute manière, il n'y a pas de secret. Hein. Si vous vous mettez à manger riche en fibres et avoir une bonne alimentation, tout va mieux dans votre tête, dans votre corps, dans vos courbes de glycémie. Votre entourage veut manger la même chose, ça se passe très très bien. Donc du coup, voilà, moi, c'est juste que j'ai un rythme, on va dire, assez sain, sport et nutrition. Et puis après, c'est la sensibilité à l'insuline, mes petites doses. Moi, je calcule mes grammes de glucides. Hein, du coup, j'ai un traitement qui s'appelle l'IF, insulinothérapie fonctionnelle. Donc, c'est, on va dire, la révolution pour les diabétiques de type 1 et les insulinodépendants. C'est tu n'as plus besoin de faire de manger la même chose à la même heure. Tu peux manger ce que tu veux, à condition de savoir ce qu'il y a comme sucre et savoir comment est-ce que tu vas réagir. Et du coup, on fait la dose adaptée. Et on peut vraiment avoir une vie plus souple et plus sympathique. D'accord. Ok. Et toi, Badou? Alors moi, j'ai un double traitement, entre guillemets. C'est que j'ai un traitement antidiabétique.
donc qui va se composer de metformine, c'est le médicament qui est le plus prescrit, en tout cas pour les diabétiques de type 2, que je vais prendre une fois le matin, une fois le soir. J'ai du Forxiga, c'est un diurétique qui va me permettre d'éliminer le surplus de sucre par les urines. J'ai un traitement ensuite pour l'hypertension artérielle qui est du ramipril, mais rien à voir, mais bon, ça reste aussi ça reste dans mon traitement. Et j'ai de l'insuline lente une fois par jour, donc le soir. Et en plus, j'ai ce qu'on appelle de l'Ozempic, donc c'est une injection une fois par semaine. Donc ça permet de réduire, de faire baisser la glycémie et aussi ça permet aussi de entre guillemets perdre du poids. Pour l'instant, j'en ai pas vu les. Ça marche, il y a une rupture de stock apparemment. Je ne sais pas si vous avez su. Et tu sais, là, ça, d'ailleurs, j'aimerais bien faire encore un petit coup de gueule. Je sais que j'en fais souvent, mais là c'est abusé parce que là, je me retrouve, là, pour le mois prochain, j'en aurai pas. J'ai plein de personnes autour de moi qui en ont pas parce que il y a des personnes non diabétiques qui en utilisent à cause de TikTok, ce fameux cet été où il y a eu en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis plein de gens qui ont sorti ces vidéos-là. Et donc, en France, ça y est, on est rentré enfin, pas du tout enfin, mais on est rentré en rupture de stock. Et il y a des médecins qui prescrivent à des non-diabétiques ce traitement. C'est ça que je comprends pas, moi, déjà, c'est comment un professionnel de santé peut se regarder en face et faire ça, ça n'a aucun sens. Après, si jamais, moi, faut que j'aille sur TikTok et je leur parle de mon expérience, du coup, on m'a fait tester l'Ozempic pour mon insulino-résistance. Moi, c'est vraiment compliqué, hein. Si je mange du quinoa, mon corps, il réagit si je mange un kebab, donc c'est un peu relou. Et du coup, j'ai essayé l'Ozempic, alors. L'Ozempic, il m'a filé la nausée tous les jours. H24, donc pour faire du sport, c'était compliqué. Et en fait, j'avais pas faim pendant les repas, mais par contre, j'avais vraiment la dalle entre les repas, donc ça ne m'a même pas fait mincir. Voilà. Échec pour moi, donc je suis pas sûre. Je vis exactement la même chose que toi. Tu vois, hier, j'ai même pas pu finir ma séance de sport parce que, pareil, en fait, entre la metformine déjà qui a des effets secondaires qui sont, ils te cassent. Le Forxiga, bon, aller aux toilettes toutes les 15 minutes le matin, je te garantis qu'à un moment, tu te dis, là, j'en ai un peu marre. Donc, ça aussi, ça joue aussi sur les reins. Et l'Ozempic qui te termine. Mais en fait, ce qui est catastrophique, c'est que ces personnes-là, elles ne se rendent pas compte de la gravité de leur geste parce que quand elles prennent de l'Ozempic, elles risquent l'hypoglycémie sévère parce que c'est un hypoglycémiant vraiment puissant. En tout cas, pour moi, il me met tout le temps en hypo directement pendant toute la semaine. Et une personne qui a un corps sain, qui a un pancréas sain, qui a la chance d'avoir un pancréas sain, du coup, il est sensible à ça. Hein. Il est sensible. Et il y a un moment, s'il voit qu'il y a un produit qui fait réduire l'insuline, bah, peut-être qu'à un moment, lui, il va se dire, j'ai plus besoin de travailler, parce qu'en plus, l'Ozempic, ça dure une semaine. Donc, pendant une semaine, il va se dire, j'ai besoin de moins travailler. Si tu t'enchaînes ça sur 3-4 mois, bah, peut-être qu'à la fin, ton pancréas, il répondra plus. Il dira, écoute, moi, on n'a plus besoin de moi, voilà. Ça serait clair que ça serait l'ironie de la connerie. Hein. Et après, du coup, ils sont bien embêtés parce qu'ils ont besoin d'Ozempic, mais il n'y en a plus parce que c'est en rupture de stock à cause de ça. Et ça fait un nouveau DT1 parce que là, je pense que le pancréas, il ne devient pas insulino résistant, mais il meurt. Quoi. Il dit, si on n'a pas besoin de moi, le corps le détruit. C'est comme ça. Et en fait, ils ne se rendent pas compte. Et j'essaie de l'expliquer parce que vraiment, je suis entouré de personnes qui en prennent en plus. Donc là, je suis en mode guerre contre tout le monde là sur ça. Moi, c'est super choquant. Autant déjà, j'ai pas trop aimé la polémique sur les capteurs de glycémie. Là. Il y a un livre spécial sur la minceur qui disait que c'était intéressant et tout, comme si on avait besoin d'un capteur de glycémie pour savoir que McDo, c'est pas très bon. Du coup, ça fait aussi des ruptures et c'est compliqué. Je trouve que éthiquement parlant, c'est vraiment manquer de respect à ceux qui en ont vraiment besoin de se mettre un capteur de glycémie. Quoi. Bon, déjà, ça m'avait un petit peu énervé. Mais alors là, sur un traitement qui, en plus de ça, peut vraiment leur faire du mal, c'est extrêmement choquant. Et moi, la responsabilité des professionnels de santé, je ne pardonne pas. Hein. Pour moi, ça ne devrait vraiment pas exister.
Ouais, eh ben, il y a beaucoup de médecins qui en prescrivent et de plus en plus souvent et sans aucun problème, sans expliquer en plus ce qui est le problème. Parce que moi, là, je suis tombé sur une personne qui en prenait, qui n'est pas diabétique. Et elle m'a dit, ben non, c'est mon médecin qui me l'a prescrit. Et je lui dis, mais tu peux pas faire ça. Mais est-ce que tu as lu les effets secondaires? Est-ce que tu Ouais, mais bon, bah, moi, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Ouais, mais non. Il y a un moment, et malheureusement, c'est pas à nous, en tant que diabétiques, de faire le rôle des médecins en disant non, tu ne devrais pas prendre ça, etc. Parce qu'on passe un peu pour le chiant de service, alors qu'au final, on essaie juste d'éviter que ça devienne catastrophique à long terme pour eux. Non, mais c'est clair que c'est pas ton boulot, mais ça, là, du coup, on est sur de la formation en amont hein, pour les professionnels de santé, parce que s'imaginer que c'est une bonne idée, ça craint, quoi. Vous savez, je vais peut-être vous choquer. J'avais fait un livre dessus. Moi, je trouve ça normal. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Donne-nous Moi, ton adresse, Jules. Allez, on arrive. moi, je trouve ça tout à fait normal parce que, en fait, ça rentre dans l'époque. Ça rentre dans l'époque actuelle où les gens, en fait, ils vont suivre ce qu'un influenceur ou ce qu'un tel va dire. Oui, prenez ça, ça a marché pour moi, vous allez voir, c'est super et tout ça. Et j'avais dit dans ce mail que les gens, tant qu'ils allumeront plus leur télé que leur cerveau, ça se passera toujours de cette manière-là. Les gens, regardez aussi, vous parlez tout à l'heure, vous parlez de ce que la société renvoie et tout. Les gens aujourd'hui, on leur dit effectivement, c'est bon pour chaque personne d'être fit. Oui, il faut être fit. Mais être fit et être totalement maigre, sorti de tous les entre guillemets, standards, quoi. Et les gens, ils ont besoin. Et il faut se dire un truc, hein, les gens, ils n'ont pas envie de bouger leurs fesses. Ils ont envie de gober la petite pilule magique. Hop, t'as rien vu, j'ai perdu 10 kilos, je t'en prends de même deux si tu veux, tu vois. Donc c'est tout à fait normal. Il ne faut pas qu'on s'étonne de ça. Moi, ça ne m'a pas choqué. Ça m'a confirmé que parfois, ouais, les gens, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour. Et c'est pas parfois, et ça c'est un autre problème, pour se plaire et pour être en bonne santé, pour plaire aux autres. C'est pour ça que je disais que j'aime pas Instagram. Si c'est pour faire des Instagram comme ça, ben regarde avec mes ados ou regarde un petit peu le bas de mon dos, comment il est. Moi, je trouve ça un petit peu moyen. Et après, il y a un autre volet là-dessus. Les médecins qui le prescrivent, ils le font en âme et conscience. Moi, je trouve ça grave quand même. Et derrière, oui, effectivement, ce médicament-là, ouais, apparemment, il a l'air assez puissant, ouais. Il a l'air assez puissant, donc, voilà pourquoi ça me choque pas plus que ça. Attention, je vais nuancer mes paroles, parce que sinon, c'est criminel. C'est grave que des personnes qui en ont vraiment besoin n'en aient pas. Et c'est normal par rapport à la société dans laquelle on est, au monde dans lequel on vit, des personnes de paraître et d'apparence. Ouais. Oui, t'es dépité, quoi. T'es pas choqué, t'es dépité. Nous aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Voilà, il y a bien des gens qui ont recours à des opérations, pour faire tout un tas de choses. Donc, c'est un truc de société. Mais finalement, je suis complètement d'accord avec toi, Jules, quand tu dis qu'effectivement, on est tombé dans une société où tout doit être facile. Mais on a des solutions. Il y a des chirurgiens qui peuvent, exemple, une personne qui n'arrive pas à perdre du poids et qui est en gros une grande obésité, il a la possibilité de se faire opérer, il a la possibilité de se faire poser un ballon, un anneau gastrique, enfin, je ne sais pas si on a toujours le droit, etc. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont mises en place déjà et qui sont réglementées. Et aujourd'hui, tout est facile, mais en fait, il y a un moment, il faudrait aussi peut-être parler, et là, ce n'est pas nous, ce serait peut-être plus au gouvernement, aux professionnels de santé, je ne sais pas, à l'Organisation mondiale de la santé ou je ne sais qui, mais de mettre un peu la responsabilité sur ces influenceurs qui vont te vendre, comme j'ai la story que j'ai mis hier ou avant-hier, des personnes qui vont te dire, voilà, prenez de la cannelle, prenez des feuilles d'avocat, vous n'avez plus besoin de metformine. Et ça, c'est un discours, malheureusement. Alors, nous, on a suffisamment de recul et on est suffisamment intelligent pour le partager, pour en rigoler, mais il y a des personnes qui le prennent très sérieusement. Et il y a eu encore le cas, il n'y a pas très très longtemps. C'était dans quel pays? Je crois que c'était en Guinée ou au Cameroun, je ne sais plus c'est quoi, où c'est un mec, pareil, qui a commencé à dire à une personne diabétique de type 2,
tu n'as pas besoin de ces antidiabétiques. Et c'est très récent. Hein. Donc, tu vas prendre, il lui a donné, je ne sais pas quelle potion, ou de la poudre, je ne sais pas ce qu'il lui a donné. Et finalement, la personne, elle en est décédée parce que tout simplement, elle a. Ah ouais, et c'est tout récent, ça. Et la personne, elle en est décédée. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, malheureusement, vont suivre ces conseils en se disant, bah, si ça peut m'éviter de prendre des médicaments et ça me peut permettre d'aller mieux, en plus, c'est des produits naturels, pourquoi pas? On va tester. Mais le problème, c'est que ce discours, il est partagé par les influenceurs et il est partagé aussi maintenant de plus en plus par les proches du diabétique. Parce que tu vois, ce que j'ai reçu, c'est ma nièce qui m'a envoyé. Et une semaine avant, c'est mon frère qui me dit ouais, mais attends, tu devrais prendre, je sais plus, des graines de nigel ou je sais plus quoi, et ça ira mieux dans quelques mois. Parce que j'ai vu mon pote qui avait le diabète et aujourd'hui, ça s'est stabilisé. Mais c'est un discours dangereux finalement. Alors, effectivement, ils sont pas informés et quand ils le font avec une envie de bien faire. Mais encore une fois, ce n'est pas à mettre dans toutes les oreilles. Nous, je pense qu'on a suffisamment aussi de recul. Les jeunes ont quand même suffisamment de recul. Ils savent qu'il y a les réseaux et il y a la réalité. Pas tous, mais ceux qui ont, en tout cas, qui ont notre âge. Mais il y a des personnes qui sont peut-être un peu plus naïves, qui vont y croire. Parce que si, là, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, excuse-moi, je le fais avec beaucoup de retard, mais en fait, tout à l'heure, je regardais un petit peu l'interview d'un spécialiste, d'un endocrinologue, qui a plus de 40 ans de carrière, et qui expliquait aussi les causes du DT2. Alors, le DT1, bon, bah, c'est bon, on le sait, Gisèle nous a très bien expliqué, on sait que c'est une maladie auto-immune, on ne sait pas c'est dû à quoi, donc il y a encore cette recherche, et ça, je pense qu'il y a un moment, on arrivera à trouver des pistes. Déjà, on commence à en trouver, et ça, c'est génial. Et sur le diabète de type 2, ce mec-là, il disait, ça fait des années qu'il y a un patient qui me dit que je suis diabétique de type 2 suite à un choc émotionnel. Et il ne l'a jamais cru. Et en fait, il s'est rendu compte qu'avec les années, il entendait souvent ce discours revenir. Et il entendait de plus en plus de gens dire que ils sont devenus diabétiques suite à un traitement. Et en fait, tout ce qu'on disait la dernière fois, c'est que ça se confirme. Là, c'est un spécialiste qui te le dit. Il te dit que, là, je te lis la liste des traitements qui peuvent potentiellement accélérer ou en tout cas déclencher un diabète. Il y a les corticoïdes, il y a les traitements du système nerveux, tu as les antiviraux, tu as les anticancéreux, tu as les diurétiques et tu as les contraceptifs hormonaux. Donc, en fait, et en plus, c'est des médicaments que beaucoup de gens prennent. Et en France, on prend de plus en plus de médicaments. Donc, en fait, tout ce truc-là, où en fait, on te dit, et en plus, ça peut. Je fais encore une autre parenthèse, hein, je m'enfonce, mais c'est pas grave. Mais, le mec, il s'arrête plus. Parenthèse, la parenthèse. En gros, tu vois, une personne, par exemple, qui a eu un diabète suite à un traitement médicamenteux, qui a utilisé un anticancéreux, il devient diabétique. S'il tombe dans cette publication où c'est un nutritionniste, enfin en tout cas un influenceur qui se dit nutritionniste, te dire ouais mais ne prends pas de médicaments, prends de la cannelle, prends des feuilles d'avocat, il se dit quoi? Il se dit bah attends, c'est un médicament qui m'a donné le diabète. Le médicament, la metformine, elle me détruit, elle me donne trop d'effets secondaires. Bah ça se tente. Ça se tente. Et je le comprends. Ça ne me choque pas, hein, mais après, je pense qu'en fait, pour reprendre ton titre, Jules, la guerre, elle n'est pas contre les DT1 ou les DT2, la guerre, elle est contre la désinformation, les mauvaises informations qui circulent, parce que ça sort sur des ambiguïtés et des préjugés. Donc, franchement, moi, je me mets à la place de ces personnes. Clairement, je pourrais me dire, mais pourquoi pas revenir à la base, au naturel, tout ça, ça me fait du mal, c'est à cause de la médecine si je suis diabétique, et hop, ils partent. Moi, vraiment, je trouve pas ça choquant non plus. Et effectivement, je pense que notre rôle sur les réseaux sociaux, c'est aussi de faire de la sensibilisation et de l'information pour que ces gens-là, on puisse les repérer et qu'ils ne se mettent pas en danger. Ouais, c'est vrai. Il y a tout un tas de choses qui sont assez perturbantes quand même par rapport au diabète. Si vous le voulez bien, moi, je vais donner mon traitement aussi. Vous avez donné votre traitement, mais vous n'êtes pas beaucoup de Jules.
moi, mon traitement, il y a plusieurs choses. En fait, il n'y a que 3 choses. Avant, j'avais du Agile au début, tout au début. Ne cherche pas, voilà. On passe une directement, rapide, le soir. Voilà. Après, le diabète, il a commencé à faire dodo. Donc, on a testé un petit peu les antidiabétiques oraux, Stagide. Oh là là, ce médicament-là. Stagide. Oh. Ah, c'était particulier, c'était très très particulier. Donc je l'ai arrêté, je suis passé sur du Januvia, plus de la lenteur. Donc c'est vrai que moi, c'est pour ça que c'est vraiment hybride. Quoi. Vraiment, même, ça peut vraiment totalement s'arrêter, reprendre après et s'arrêter, antidiabétique, voilà. Mais le truc, c'est que moi, j'ai encore plus, j'ai l'impression que j'ai encore plus que vous sur ma glycémie parce que en termes de gestion et les usages hygiéno-diététiques, quelque part, pour faire du sport, mange bien, dors bien et tout ça, ça marche vachement beaucoup sur moi. Ça permet vraiment de tester en tout cas les médicaments, bien de les arrêter. Mais en tout cas, dans tout ce qu'on vient de partager, je pense que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent vont retenir qu'il n'y a pas de guerre à avoir. Pas de guerre à avoir. Cette interview sortie en 14, cadeau de Japon, et 14 jours, on a regardé le jour J. Mais sinon, j'avais fait une interview avec un médecin qui disait que, effectivement, Gisèle, c'est la bonne réponse, c'est pas la même pathologie. C'est les mêmes conséquences de complications, mais c'est pas la même pathologie. On ne peut pas vraiment parler de la même chose. Et voilà, sur les réseaux sociaux, c'est dommage qu'il y ait cette guerre. C'est plus grave, c'est plus grave. Oui, mais toi, mais pas comme ça. Voilà. Je fais ça un petit peu. Si je peux ajouter un petit mot, Jules, c'est que. T'as trop parlé. Non, mais ce qui est aussi important de dire, c'est que, alors effectivement, il n'y a aucune guerre entre nous. Effectivement, on est d'accord sur le fait que ce n'est pas la même pathologie, mais on a des choses qui nous lient. Mais, et Dieu merci, et heureusement que sur les réseaux sociaux, 99% des DT1 et des DT2 s'entendent à merveille. Comme oui, une coexistence très émouvante, je témoigne. Ouais, effectivement. Mais en plus, non, mais en vrai quand je me rends compte que, comme on n'est pas beaucoup de diabétiques de type 2, et ben souvent, les premières personnes à qui on a parlé, c'est des DT1, et c'est souvent eux qui nous ont donné les meilleurs conseils. Et clairement, j'ai pas peur de dire que finalement, si je gère mon diabète depuis 1 an aussi bien, c'est parce que les diabétiques de type 1, principalement, m'ont conseillé et me parlaient et analyser mes glycémies, parce que moi, à ce moment-là, j'avais pas de suivi médical, donc c'est eux qui, c'était un petit peu mes médecins, donc je les rendais fous, je leur posais des questions 15 fois par jour, et j'ai toujours eu ce soutien et cette aide de leur part. Donc c'est important de le dire qu'effectivement, il y a une petite guerre, il y a des choses qui ne passent pas chez nous, comme des choses qui ne passent pas chez les DT1, mais dans la majorité des cas, on est très solidaires. C'est une communauté qui est quand même ultra bienveillante. C'est très très rare sur les réseaux sociaux d'avoir une communauté où très peu de gens te jugent, quoi. Tu mets une mauvaise glycémie ou une bonne glycémie, c'est soit tu as un super, c'est une bonne glycémie, c'est une mauvaise glycémie, bon, bah, tu as directement un message de soutien. Si tu as une mauvaise hémoglobine glyquée, tu as 1 million de messages de soutien. Pareil, si tu en as une bonne, bravo, c'est magnifique et tout. Donc en fait, c'est ça qu'il faut retenir en vrai. C'est juste qu'on est une communauté ultra pacifiste, ultra gentille, ultra. Bah oui, c'est vrai, et ultra solidaire. Solidaire. Et que malgré mes petits coups de gueule, nos petits coups de gueule, bah, c'est aussi ça, une famille. Hein. On va dire. Voilà, on est des cousins, c'est qu'il y a des cousins que tu aimes bien, d'autres que tu n'aimes pas. Mais finalement, quand on se retrouve tous ensemble, on est content d'être en famille, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bienveillance.
Enfin, moi, j'ai trouvé beaucoup de réconfort et de soutien sur Instagram, parce que c'est surtout sur Instagram que je suis active. Et ouais, moi, je trouve que c'est beau. Au contraire, ça casse les codes d'Instagram. Moi, du coup, c'est mon métier. Je fais aussi du community management, donc je gère les réseaux sociaux de mes clients. C'est pas du tout la même chose. Là, on est sur une communauté vraiment d'entraide et de partage, et c'est très, très fort. Ça t'a ému? Ouais, non, c'est beau et ça montre que oui, on est tous dans le même bateau, peut-être dans des parties différentes. C'est vraiment ça. Et j'espère qu'en tout cas, cet entretien pourra servir à quelqu'un quelque part. Voilà, mettez-nous en commentaire votre situation et qu'on puisse voir un petit peu ce que vous pensez, qu'on puisse voilà, échanger si vous voulez, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça sera avec plaisir. Avant de finir, par contre, j'aimerais savoir, Gisèle et Balou, où est-ce que vous posez, comment on peut chez vous, dites-nous un petit peu tout ça. Vas-y. Ok. Alors moi, c'est très simple. Je suis simplement sur Instagram. C'est @le-diabète tendu, tout attaché. Et voilà. Donc, si vous voulez passer discuter avec moi, rigoler, je fais pas mal de reels avec mon filtre fétiche que j'adore. Et voilà. Donc c'est vraiment que de la rigolade. Chez moi, c'est que de la rigolade que du partage. Alors, je ne sais pas si vous allez apprendre beaucoup de choses sur le diabète, mais en tout cas, si vous voulez rigoler du diabète, vous êtes les bienvenus. Je valide. Beaucoup de bienveillance sur ton compte. C'est terrible. Merci à toi, merci Balou. Et toi, Gisèle. Du coup, le mien. Ah ben, attends. Qu'est-ce que j'ai? Ah bah Balou qui fait sa star et qui prend toute la place sur l'écran. De toute façon, il fait 90% des diabétiques. 80% des diabétiques sont compris là derrière. Tu prends trop de place. Du coup, moi, mon blog, c'est La Belle et le Diabète. Donc, c'est surtout un blog, labelletlediabète.com. Mais je suis aussi sur Facebook et sur Instagram. Et comme Balou, il n'y a aucun problème si vous voulez venir discuter, insulter vos courbes. C'est toujours sympa de pouvoir se soutenir, partager. Je fais aussi beaucoup d'articles informatifs sur les différents traitements et tout ça, donc ça peut être intéressant si vous voulez un peu vous renseigner sur le sujet, vous avez le diagnostic qui vous est tombé sur la tête ou ce genre de choses, prendre le temps tranquillement d'avoir des bonnes sources. Il y a aussi plein d'associations qui font des articles, mais du coup le mien c'est un peu plus léger, il y a des petites infographies, des couleurs, donc c'est histoire de dédramatiser un petit peu la situation, mais en prenant les choses au sérieux quand même. Je viens de me rendre compte que c'est des aléas du direct. Dans l'enregistrement, on a dû couper les micros plus tôt. J'espère que vous excuserez cette qualité sonore. En tout cas, voilà, nous sur le fond de ce qu'il y avait à dire. En tout cas, merci à vous, Gisèle, pour votre disponibilité. L'échange de ce endgame très facilement et c'est vraiment des personnes comme vous. J'espère qu'on fera d'autres aventures ensemble. Pourquoi pas une seconde guerre. On va pas appeler ça comme ça. Une vidéo sur d'autres sujets. Dites-moi en commentaire si vous avez envie. Et je laisserai les comptes de Lisa, et du Facebook et de Gisèle dans les commentaires. Merci beaucoup à vous. Merci à toi. Merci à toi, Jules. Merci à toi, Gisèle, d'avoir accepté et de m'avoir intégré dans ce duo qui est devenu aujourd'hui un trio exceptionnellement. C'était vraiment plaisant. Donc, merci vraiment d'avoir donné la parole au DT2 aussi. Ah, merci à toi. Tu m'as ouvert l'esprit. Tu es le premier DT2 de moins de 50 ans que je rencontre. Ouais, ça fait partie. Non, franchement, merci tous les deux. C'était vraiment cool. Je me suis régalée. Yes, top. Super. Merci à vous. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée. Salut. Ciao.